Voici quelques articles de presse qui ont été publiés en liaison avec cette affaire. Tout d'abord, un article publié dans Le Soir du 13 juin 2006 et qui a pour auteur un comité de francs-maçons. Il s'intitule « Avec ou sans papier, nous sommes tous des immigrés ». Des hommes, des femmes et des enfants ont choisi la Belgique comme terre d'accueil et sont privés de liberté ou rejetés dans la clandestinité. Ils ne sont coupables d'aucun délit. Ils ne sont pas dangereux. Ils sont en danger et leur situation est dramatique. Des membres de différentes loges maçonniques belges, du droit humain, de la Grande Loge de Belgique, de la Grande Loge féminine de Belgique et du Grand Orient de Belgique manifestent, à titre individuel, leur profonde inquiétude. Nous sommes des francs-maçons et des francs-maçonnes qui se posent des questions fondamentales, tant face aux replis identitaires xénophobes qui sont à l'origine de la politique belge d'immigration, que face aux situations injustes, absurdes, inhumaines et dans le meilleur des cas kafkaïennes que cette politique entraîne pour leurs victimes. Cette politique est contraire aux principes éthiques et humanistes à portée universelle auxquels les maçons adhèrent lors de leur entrée en loge. L'Europe semble oublier l'héritage des Lumières et la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Belgique semble renier les principes de sa constitution de 1831. Pourtant, celle-ci a, en son temps, servi de modèle à de nombreuses nations en train de naître. À côté de nombreux anonymes qui ont contribué à sa richesse sociale, économique et culturelle, la Belgique compte, parmi ses célébrités, des descendants d'immigrés. Il y a Prigogine, Géo Norge, Anne Morelli, Salvatore Adamo, Bruno Castellucci et les Saxe-Cobourg. Et faut-il le rappeler, nous sommes tous, quelle que soit notre nationalité et notre culture actuelle, des immigrés issus de l'Est de l'Afrique, berceau de l'humanité. Au fil des temps, les hommes ont établi, souvent à la suite de conflits, des frontières fixant arbitrairement les territoires des États-nations. Ultérieurement, ils ont fait de l'Union européenne une forteresse. À l'intérieur de ces murs errent un nombre d'illégaux en quête d'adoption et de dignité. Beaucoup ont un emploi, une vie de famille. Le drame vient de la clandestinité et de l'extrême précarité dans lesquelles nous les maintenons. Par sa politique arbitraire de régularisation, la Belgique se rend complice des négriers et des logeurs qui les exploitent, favorise le développement de réseaux de trafic d'êtres humains, ignore ses responsabilités historiques et économiques. De plus, la politique d'asile, consacrée par des conventions internationales, a pour effet, dans son application abusivement restrictive, de renvoyer dans leur pays d'origine, en prison, voire à la mort, des ressortissants des pays dictatoriaux et de ne pas protéger des hommes et des femmes de situations épouvantables qu'ils ont cru pouvoir fuir. Par conséquent, nous demandons que les conditions de leur accueil et de leur séjour en Belgique soient humanisées et qu'il soit mis fin à la relégation humiliante d'hommes, de femmes et d'enfants dans des centres fermés, à la clandestinité ou à une attente à l'issue indéterminée. Nous attendons des pouvoirs politiques la régularisation de la situation administrative des sans-papiers sur la base de critères clairs et humanistes qui ne laissent pas de place à l'arbitraire et aux préjugés.
Notre espoir se fonde sur l'action de ceux et celles qui, parmi les sénateurs, les députés et les responsables de médias, s'efforcent d'œuvrer au progrès de l'humanité. Signataires: Marianne Altuzarra Perrault, Catherine Ambrosini, Marcel Berman, François Bodino, Ricardo Castro, Geneviève Cobu, Pierre Cornille, Guy de Solre, Roger de Wint, Michel d'Outreligne, Jean-Michel Dufay, Christian Georges, Luc Godefroy, Marc Gosset, René Grabiner, Simon Greenberg, Jean Guilbard, Égide Hankens, Jacqueline Anouilh, Willy Kalb, Didier Kellerman, Léon Laffut, René Leduc, Jean-Claude Merckx, Michel Mombeek, Pierre Pain-Blanc, Albert Paternoster, Paul-David Perraudin, Vincent Petit, Philippe Rangoni, Raymond Ravard, Viviane Renard, Bruno Ranquin, Jean Sanon, Johan Toyerow, Marc Tournemène, Léon Verbeek et Eliane Vogel-Polski. Voici un article que j'ai écrit dans le journal du mardi du 16 mai 2006 et intitulé « Chronique d'un fait divers, les sans-papiers de Saint-Gilles ». Je suis historien et j'ai pris le parti d'exercer la forme la plus primitive de mon métier, celle d'analyste qui relate les faits sans les expliquer, car ceux-ci parleront sans doute d'eux-mêmes. 5 avril 2006. Un arrêté de la commune de Saint-Gilles ordonne l'évacuation immédiate des sans-papiers de l'église de Saint-Gilles, je cite le Vlan, du 19 avril, avec l'accord du doyen de la paroisse. 6 avril. Même source. Le bourgmestre faisant fonction a pris des mesures efficaces pour empêcher les manifestations pouvant dégénérer. Fin de citation. De fait, Willy Isabeau, second bourgmestre faisant fonction à l'absence de la première, publie un nouvel arrêté et, je cite, « ordonne d'interdire tout rassemblement, manifestation ou cortège de plus de 5 personnes ayant trait à la problématique des sans-papiers sur le territoire de la commune de Saint-Gilles jusqu'au 31 mai 2006 à minuit. » Fin de citation. 16 avril. Une voisine m'apprend que des sans-papiers algériens et mauritaniens occupent un local privé, 6 au 21 avenue Paul de Jard à Saint-Gilles, et qu'ils ont entamé, depuis 10 jours, une grève de la faim en vue d'une régularisation de leur situation. Le même après-midi, je les rencontre avec mes filles. 17 avril. À la demande des grévistes, j'entame un cycle de leçons sur l'histoire de Belgique qui fera en fin de parcours l'objet d'une attestation prouvant leur volonté d'intégration. En effet, leurs questions ont montré un réel intérêt pour notre culture, notre organisation sociale et le fonctionnement de nos institutions. 18 avril. Un courrier m'apprend que l'Union des progressistes juifs de Belgique, 661 rue de la Victoire à Saint-Gilles, je cite, « met ses locaux à la disposition de l'Assemblée des voisins de la commune afin de se réunir pour convenir ensemble d'actions diverses de soutien aux grévistes. » Fin de citation. Le même jour, la loge maçonnique Imagine du Grand Orient de Belgique est informée de la situation des grévistes et décide de leur apporter son soutien moral et financier. Ce dernier sera affecté au paiement partiel du local loué où se trouvent les grévistes
et au remboursement des médicaments. Le rôle d'Imagine est donc strictement philanthropique et la loge ne s'engage en aucune manière sur le fond du problème. 21 avril. À leur demande, mes étudiants du département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak, de la communauté française, rencontrent les grévistes. 25 avril. La loge Imagine décide de s'extérioriser et de rendre sa position publique. Car les maçons travaillent individuellement ou en commun à la réalisation des mêmes objectifs. La recherche de la vérité et le progrès social, moral et intellectuel de l'humanité tout entière. 29 avril. J'effectue ma visite quotidienne aux grévistes, cette fois avec un ami. Il peut constater que les lieux ne souffrent d'aucun manque d'hygiène. 3 mai. Vers 22 heures, je donne dans le couloir qui mène au local des sans-papiers de la rue Paul de Jars une interview pour la radio-télévision belge francophone. En présence de plusieurs policiers, j'explique la position de la loge Imagine. Les sans-papiers m'appellent car ils disent qu'ils n'ont confiance qu'en moi. Je rentre sans difficulté dans le local. Ayant exprimé au commissaire de police ma volonté, à la demande des futures victimes de violences, d'être présent, je me vois opposer un refus. Et, après avoir réitéré ma demande d'être témoin des événements qui allaient suivre, je suis brutalement arrêté, menotté, comme l'attestent les journaux télévisés de RTL-TVI à 19 h et de la RTBF à 19h30 du jeudi 4 mai, et mis au cachot pendant une partie de la nuit au commissariat de la rue Antoine Bréard. Au moment d'être menotté, j'entends un policier m'invectiver. « Qu'est-ce que tu as à t'occuper de ces Arabes ?» Arrivé au poste de police, l'agent de faction me dira faxer immédiatement mes coordonnées à la bourgmestre faisant fonction, ce qu'il me confirmera avoir fait 1 heure plus tard. Sur base de l'argument que des cas avérés de tuberculose avaient résidé dans le local, ce sont les termes de l'interview de la bourgmestre faisant fonction passée au journal télévisé de 19 h le 4 mai sur RTL-TVI, les sans-papiers sont évacués brutalement. Les ecchymoses résultant des coups de matraque en témoignent. Après avoir été examinés par des médecins, ils recevront une attestation décrivant leur état de santé normal. J'ai rencontré personnellement tous les grévistes, y compris ceux qui avaient été hospitalisés quelques jours plus tôt. Aucun n'était atteint de tuberculose. 4 mai. Les sans-papiers sont revenus dans leur local avant d'être à nouveau expulsés. Pour la 2e fois, je donne une interview à la RTBF Télévision, en reprenant les propos de la veille. Comme un passant me traite d'imposteur, je montre ma carte d'identité maçonnique au journaliste qui la filme. Il m'assure que l'entretien passera au journal télévisé de 13 h. Aucune des interviews ne passera à la télévision. Indubitablement, il y aura eu intervention. En revanche, on entendra une témoin de Jéhovah favorable à l'expulsion pour raison de santé. Après avoir vu le journal télévisé, ma mère est victime d'un malaise cardiaque et, à ce jour, est toujours hospitalisée. L'après-midi, je visite avec mes élèves le fort de Brendonck. Depuis, Abdelkader, Jamel, Smaïl, Faudel, tous mes amis et mes frères errent dans les rues de Saint-Gilles pour trouver le logement du soir. Jeudi 18 mai, 20 h, conseil communal à Saint-Gilles. Voici 2 textes qui ont été publiés dans la presse en rapport avec cette affaire.
Le premier est intitulé « Vers un État policier » et a été publié dans la Tribune des Travailleurs le 4 juin 2006. Aux États-Unis, le vote à la Chambre des représentants d'un projet de loi permettant l'expulsion massive des travailleurs immigrés, ils sont 12 millions dont les papiers ne sont pas en règle, et la criminalisation de ceux qui leur porteraient assistance, a déclenché un puissant mouvement pour la légalisation de tous les sans-papiers pour l'égalité des droits. Ce mouvement a reçu l'appui du mouvement syndical. Le président de l'AFL-CIO, John Sweeney, a déclaré qu'il s'agissait des droits de tous les travailleurs américains. Le développement de cette puissante mobilisation a culminé le 1er mai par des manifestations dans toutes les grandes villes des États-Unis, regroupant 5 millions de participants. En Belgique, comme chacun le sait, une bataille est également engagée pour la régularisation des sans-papiers. Outre plusieurs manifestations, la forme prise par ce combat est celle d'occupation de locaux, églises, universités, locaux laïques, etc., et de grève de la faim. Dans la dernière période, la police a organisé, sous de faux prétextes sanitaires, l'expulsion de grévistes de la faim de certains locaux occupés. Ce fut le cas notamment à Saint-Gilles, région de Bruxelles, le 3 mai dernier. Débouchant dans les locaux occupés par les sans-papiers, les policiers y trouvent le délégué syndical de la Centrale générale des services publics enseignement, professeur d'histoire à la Haute École Paul-Henri Spaak de la communauté française, Jean-Michel Dufay. Il lui intime l'ordre de quitter les lieux. De quel droit? Devant son refus et sa déclaration qu'il resterait comme témoin de ce qui d'évidence va se passer, il s'empare brutalement de lui, le menotte, et l'emmène au commissariat où il sera maintenu au cachot une grande partie de la nuit. C'est là une atteinte inacceptable aux droits et libertés démocratiques les plus élémentaires. C'est le devoir du mouvement ouvrier et de tous les défenseurs de la démocratie, quelles que soient leurs opinions sur la défense des sans-papiers, de dénoncer ces glissements. Ce n'est pas le seul, vers un État policier. Le second article apparu dans l'ouvre-boîte, qui est une publication de la Centrale générale des services publics, secteur enseignement, région de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement de la section communauté française. Sans-papiers, un combat solidaire. La solidarité avec les sans-papiers est une affaire concrète qui nous confronte non seulement à une bureaucratie et à des lois arbitraires et discriminatoires, mais aussi parfois directement avec la répression. Ainsi, notre camarade Jean-Michel Dufay, qui apportait son soutien moral et matériel à des sans-papiers au comble du désespoir, ayant exprimé à la police sa volonté d'être témoin, à la demande des futures victimes, d'une expulsion qui s'est avérée très violente, coup de matraque ayant occasionné des ecchymoses, a été brutalement arrêté, menotté, arrestation assortie d'une invective « Qu'est-ce que tu as à t'occuper de ces Arabes ?» et mis au cachot pendant une partie de la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai 2006 à Saint-Gilles. De plus, les images de l'arrestation de notre camarade ont été présentées à la télévision sans les 2 interviews qu'il avait successivement données à la radio-télévision belge francophone Radio et à la radio-télévision belge francophone Télévision. Ces interviews ont été censurées au journal télévisé du jeudi à 19h30, alors qu'elles auraient permis d'expliquer une présence légitime et pacifique pour la défense de droits élémentaires. Un certain nombre d'amis, sympathisants, ont écrit à l'hôtel de ville de Saint-Gilles
pour manifester leur indignation. Première lettre. Informé de l'action qu'il avait entreprise, notre loge, dont la devise est liberté, égalité, fraternité, et qui a le souci de mettre en pratique les nobles qualités qui sont la fraternité et la solidarité, a tenu à soutenir M. Dufay afin de venir matériellement et moralement à son intervention en aide à ces malheureux. Lettre d'un professeur de l'Université de Bruxelles. Depuis quand, dans un état de droit, la police peut-elle ainsi punir de sa propre initiative un témoin dont la présence le gêne? Il me souvient de vous avoir entendu à plusieurs reprises évoquer le courage civique du regretté Arthur Holleaux. Je ne crois pas qu'il s'agisse, dans le cas de Jean-Michel Dufay, d'un autre combat. Extrait d'une lettre d'un professeur d'université. La seule requête que M. Dufay ait mise est celle de pouvoir se porter témoin de l'évacuation des grévistes de la faim. Dès lors que l'on renonce à considérer comme légitime cette requête, les pires doutes sont permis sur la nature de ce qui doit être soustrait au regard du témoin. Le passage des menottes aux mains de qui demande à être présent jette le discrédit sur les intentions politiques qui commandent les actions policières. En outre, l'accusation de complicité dans la grève de la faim est diffamatoire puisqu'elle ne peut être avérée. D'ailleurs, le refus d'établir le procès-verbal de l'arrestation musclée qu'a subi M. Dufay signifie bien la gêne suscitée par cette opération. À moins qu'il ne s'agisse d'un manquement régulier. Lettre d'un professeur de l'enseignement supérieur. Extrait. Votre administration a récemment ordonné l'évacuation des sans-papiers qui faisaient la grève de la faim dans un local à Saint-Gilles. J'ai eu l'occasion de voir les images télévisées de l'événement. Sans porter de jugement sur le principe de cette évacuation pour raison de santé, je trouve inadmissible la brutalité avec laquelle ces hommes affaiblis ont été traités, traînés et jetés littéralement comme des sacs de patates dans un fourgon. Est-ce comme cela que, dans votre commune, l'on traite des malades emmenés à l'hôpital? Est-on un dangereux malfrat quand on apporte un soutien humain à des hommes et à des femmes en quête de dignité? Ou peut-être un terroriste? S'occuper des pauvres est donc devenu une infraction passible d'une nuit au bloc? Sans parler du préjudice moral que peut causer ce type de brutalité sur un homme, professeur dans l'enseignement supérieur. Ah, que ne fait-on pas pour rattraper l'électorat d'extrême droite, pour plaire à des milliers de citoyens qui, sans faire de politique bien sûr, demandent plus de sécurité dans la ville. Un enfant est ignoblement assassiné dans une gare. De classe aisée, il reçoit un hommage national. Quelque temps plus tôt, un jeune à la peau noire était poignardé quelque part en ville. Un entrefilet dans les faits divers. Des hommes, des femmes et des enfants, déshérités de la planète, se battent comme ils peuvent pour leur dignité. Ils sont traités comme des bêtes. Lettre d'un professeur d'enseignement supérieur. Extrait. Un beau soir de mai, alors que les terrasses étaient pleines de personnes en villégiature, j'ai pu assister à l'expulsion brutale d'une des rares personnes qui venaient en aide à des gens carrément délaissés par l'ensemble de notre société. Voir M. Dufay menotté, plaqué contre un mur, les bras tordus par la police dans des circonstances qui ne requéraient en rien ce type de pratique, et enfin mené, manu militari, au cachot du commissariat de la rue Antoine Bréard, m'a laissé véritablement pantois. Étais-je alors vraiment dans mon pays, la Belgique, ce pays fier de ses libertés, ou au contraire, dans une de ces dictatures dénoncées à corps et à cri comme fascistes par nos responsables politiques, où les droits les plus élémentaires sont bafoués?
J'ose espérer qu'il reste encore dans notre monde politique des personnalités qui osent prendre leurs responsabilités en pareil cas et sont à même de tenter quelque peu de réajuster le tir. Lettre de la secrétaire générale de l'interrégional de Bruxelles de la Centrale générale des services publics enseignement. Lorsque, le 4 mai 2006, la RTBF et RTL-TVI ont présenté des images de l'expulsion de sans-papiers dans votre commune, les affiliés de notre interrégional ont été profondément choqués de découvrir un de leurs camarades violenté et menotté par la police, alors qu'ils savaient qu'il se trouvait là pour des raisons humanitaires dans notre ligne syndicale de défense de ces personnes précarisées. Je m'associe à tous ceux qui vous ont fait part de leur indignation devant cette brutalité des forces de l'ordre de Saint-Gilles, qui s'est aussi exercée à l'égard d'un de leurs concitoyens. Brutalité dont il m'est revenu que les effets sont déplorables sur l'état d'esprit des anciens élèves du quartier, stupéfaits du traitement de leur professeur d'histoire de jadis au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus. J'espère qu'une telle dérive ne se reproduira plus, et je me permets de vous demander d'aider plutôt à la régularisation des sans-papiers, car celle-ci constitue la seule solution sociale permettant à ces travailleurs de bénéficier de la législation sociale et des conventions collectives de travail applicables dans leur secteur d'activité. La seule solution permettant de lutter contre la concurrence déloyale organisée par des employeurs sans scrupules. Et de penser aussi à leurs enfants privés d'enfance et bafoués dans leur droit à la scolarité. Ils parlent plus encore à notre conscience et méritent prioritairement notre solidarité. Face à la montée de l'extrême droite, il est urgent de ne plus considérer les immigrés comme un problème et de ne pas fragiliser davantage le tissu social dans la violence, le mépris et la discrimination. Ce message correspond aux valeurs véhiculées par le mouvement socialiste. C'est avec cette conviction et cette attente que je vous prie d'agréer l'expression de mon entier dévouement à la recherche d'un avenir de paix et de fraternité en Belgique et dans toute l'Europe. Extrait de lettres d'un éditeur et d'une artiste. Nous avons suivi de près les rebondissements liés à l'engagement d'un de nos amis auprès d'un groupe de sans-papiers algériens hébergés un temps avenue de Jars. L'un de nous deux avait par ailleurs, par sympathie pour notre ami et son engagement humanitaire, rendu visite à ces mêmes sans-papiers le samedi précédant leur évacuation et constaté le caractère totalement pacifique de ces personnes et la propreté remarquable des locaux. C'était fort loin du taudis auquel les médias ont ultérieurement fait allusion. Lors de cette visite, notre ami est clairement apparu comme bénéficiant de la confiance des sans-papiers, sans que d'une quelconque manière les pousser à des actes extrêmes. Il ne leur a tenu que des commentaires neutres, prenant de leurs nouvelles, s'inquiétant de leurs besoins. Que nous sachions, notre ami s'est borné à respecter la décision des sans-papiers de l'avenue de Jars de faire la grève de la faim sans jamais les y encourager. Par contre, il s'est dépensé sans compter pour améliorer la situation sanitaire, payant de ses deniers les médicaments nécessaires, et nous y avons par ailleurs aussi contribué. Mettant sa salle de bain à disposition, conduisant chez le médecin ceux dont l'état nécessitait une consultation. L'accusé d'obstruction à une aide médicale urgente nous paraît donc aussi infondé que peu crédible. En effet, le bourgmestre avait envoyé le 1er juin 2006 une lettre à tous ceux qui avaient manifesté leur indignation. En voici quelques extraits. Je m'étonne de constater que M. Dufay ne vous ait pas fait part de ces soupçons de manipulation menés par certains qui constituent pourtant une donnée essentielle qu'il pouvait difficilement ignorer. J'en veux notamment pour preuve l'absence totale de soutien des associations dites officielles, CRER, UDEP, à cette initiative. L'intervention de la police
s'est déroulé dans des conditions difficiles ce jour-là, mais rendu d'autant plus compliqué du fait que certaines personnes, dont M. Dufay, estimaient inacceptable de venir en aide à des personnes nécessitant une aide médicale urgente. Je précise qu'aucune violence n'a été exercée à l'encontre de M. Dufay. Les images de l'arrestation de M. Dufay montrent de plus à quel point il se trouvait dans un état d'excitation extrême et confirment ce qui a été décrit dans le rapport que la zone de police Midi nous a transmis. Les journalistes présents sur place, cependant toujours attentifs à pouvoir dénoncer les dérives policières, ont eux-mêmes été désolés d'assister à ces débordements. Je puis vous assurer que les recommandations qui avaient été faites allaient dans le sens d'une intervention effectuée sans heurts et sans provocation, ce qui fut le cas. Un certain nombre de témoins ont voulu réagir à ma demande suite à la lettre portant des allégations graves contre mon action, ainsi d'un professeur de l'enseignement supérieur. J'étais le témoin le mercredi 3 mai 2006, dans la soirée de faits qui me semble peu compatible avec ce que l'on peut attendre d'un état de droit. J'ai assisté en effet à l'expulsion de M. Dufay du local occupé par des sans-papiers. Alors que M. Dufay s'enquérait de la situation de ces personnes dont il s'était occupé, et qu'il n'était nullement dans un état quelconque d'excitation, je l'ai vu rudement empoigné par 2 policiers à la sortie de l'établissement avant que les sans-papiers ne soient évacués eux-mêmes dans des conditions pour le moins particulières. La procédure appliquée à l'encontre de M. Dufay m'est d'emblée apparue disproportionnée et sans fondement. Il a été de fait plaqué contre un mur, ses bras ayant été retournés sinon tordus pour être menottés. Malgré des cris de douleur apparents, M. Dufay a dû rester dans cette position pendant un certain temps avant d'être emmené au commissariat et y être enfermé dans une cellule pendant plusieurs heures. J'estime que la police a fait preuve en l'espèce d'un comportement excessif et contraire aux usages et à la jurisprudence qui recommande calme et sang-froid dans tous les cas de figure et en particulier dans celui d'une simple arrestation administrative. Lettre d'un témoin de Jéhovah. Extrait. Je désirais vous écrire au sujet de M. Dufay. J'ai survolé une lettre de votre part à son père, et je crois qu'en cette occasion, il a été la victime d'une méprise. Je l'ai vu visiter les grévistes avec ses filles en tant que voisin, cherchant à les distraire de leur isolement et souffrance en leur donnant un cours d'histoire de Belgique. Je ne l'ai jamais entendu encourager ni grève de la faim, ni de la soif. Il a proposé sa douche à ceux qui voulaient et les a véhiculés pour ce faire, ce qui a contribué à un meilleur état physique et psychique de ceux qui ont accepté et leur a donné l'envie de sortir de l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés. Il leur a aussi fourni des cartes téléphoniques qui leur ont permis de renouer contact avec des personnes extérieures pour qui leur vie était précieuse. A été chercher des médicaments, les a visités à l'hôpital, leur a montré à son domicile une vidéo sur l'actualité, m'a remis 50 € pour contribuer aux frais de ceux qui sont à ma charge depuis leur évacuation. C'est vrai qu'il a protesté lors de son arrestation en utilisant la seule force de sa voix, mais je suis bien certaine que la clé de bras devait être très douloureuse. Ce qui est certainement à regretter, c'est qu'un policier a dit que maintenant qu'il n'y avait plus de témoins ni caméras, on pouvait tuer les sans-papiers. De l'extérieur, j'ai entendu des cris de douleur sous les coups. Attestation d'un professeur de l'enseignement supérieur qui atteste avoir rencontré M. Dufay fin avril 2006 qui prenait en charge dans sa voiture devant le 21 avenue Paul de Jard un gréviste de la faim pour le conduire à une visite médicale. Il écrit qu'il a discuté avec les sans-papiers qui faisaient la grève de la faim de leur plein gré. Voici quelques attestations de médecins présents sur les lieux. Le premier. Je sous-signé déclare avoir suivi sur le plan médical les grévistes de la faim algériens, mauritaniens et marocains durant le mois d'avril 2006 dans le local qu'ils occupaient avenue Paul de Jard à 1060 Saint-Gilles. À cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer
plusieurs voisins ou sympathisants qui se rendaient régulièrement auprès des occupants pour des raisons humanitaires. Parmi ceux-ci se trouvait M. Dufay, que je ne connaissais pas auparavant. J'ai pu constater sa présence régulière, son soutien actif y compris sur le plan financier et dans le cadre du cours d'histoire qu'il dispensait, ainsi que l'absence de tout discours excessif, provocateur ou déraisonnable de sa part. Il n'a jamais, en ma présence, poussé à une attitude jusqu'au boutiste en matière de grève de la faim et leur a formellement déconseillé la grève de la soif que certains avaient entamée par désespoir. Lettre d'un autre médecin. Je certifie avoir reçu en fin d'avril 2006, à une date que je ne pourrais préciser, un appel de la part de M. Jean-Michel Dufay. Il me demandait une intervention auprès des grévistes de la faim qui étaient rassemblés rue Paul de Jars. Ceux-ci avaient décidé d'entamer une grève de la soif et M. Dufay me demandait une intervention en vue de les amener à revoir ces décisions. Lors d'une de mes visites aux grévistes, j'ai été témoin de la proposition faite par M. Dufay de mettre ces installations sanitaires à disposition des grévistes pour qu'ils puissent faire leur toilette. Attestation d'un troisième médecin qui certifie que M. Dufay, je cite, m'a téléphoné en urgence le 25 avril 2006, après avoir joint deux de mes confrères, et m'a demandé de venir à son domicile rue de Parme 44 à 1060 Saint-Gilles. Là, il m'a exposé les dernières décisions prises la veille par les sans-papiers occupant le local du rez-de-chaussée au 21 avenue Paul de Jars, 1060 Saint-Gilles. M. Dufay s'inquiétait de la santé des sans-papiers qui avaient décidé d'entamer une grève de la soif et de refuser toute aide médicale. Les propos que m'a tenus M. Dufay étaient ceux d'un citoyen responsable, soucieux d'éviter une situation qui risquait, si on ne convainquait pas les grévistes de revenir sur leur décision désespérée, de devenir catastrophique. M. Dufay m'a ensuite accompagné au local des grévistes, où j'ai essayé de les convaincre du contraire, c'est-à-dire d'au moins recommencer à boire et d'accepter qu'un médecin passe chaque jour. Extrait de lettre d'un autre témoin. Un docteur qui suivait quotidiennement les grévistes ne m'a jamais proposé d'effectuer un test pour vérifier si j'avais contracté le bacille de la tuberculose. S'il y avait eu un risque de contagion, ce docteur aurait dû me le signaler ainsi qu'aux autres personnes présentes longuement chaque jour, comme M. Dufay qui donnait des cours d'histoire. M. Dufay n'a pas fait obstacle à l'exécution d'un ordre de police visant à permettre l'accès des médecins et des infirmiers dans le local. La soirée de l'expulsion, un policier m'a demandé sévèrement de sortir, comme à M. Dufay. Mais comme on n'a pas utilisé de violence à mon égard, sans doute parce que je suis une femme, qu'on ne pouvait pas brutaliser comme M. Dufay l'a été. Je suis donc resté dans le local au moment de l'évacuation. Lettre écrite par les sans-papiers. Extrait. Une petite fille a tiré sa maman dehors, donc le jour de l'expulsion. Et au même moment, la police demandait au professeur d'histoire, M. Dufay, de quitter le local. Comme il voulait rester près des grévistes pour les assister de sa présence, il a été amené de force par torsion de bras, comme un bandit. Un policier alors a dit « Il n'y a pas de caméra ici, on peut vous tuer ». Comme nous étions couchés sur nos matelas et que nous nous donnions le bras en chaîne pour ne pas partir, ils nous ont donné des coups de matraque dans les bras, les jambes, le cou et le dos. Milout a fait une crise de nerfs. La police utilisait la force car elle pensait qu'il faisait semblant. Son copain Ismaël est intervenu pour calmer la police, sinon il aurait pu mourir. Il a perdu la connaissance. À l'hôpital Saint-Pierre, nous n'avons pas été examinés. Il faut sortir d'ici ou on appelle la police pour le centre fermé de Zaventem.
alors que c'était sous prétexte de tuberculose que nous avons été investis avec masques et gants par les médecins et la police, et que Jamel était celui qui inquiétait le plus le médecin qui a été évacué. Nous avons été renvoyés de cet hôpital à pieds nus et sommes retournés ainsi au local. D'autres ont tourné dans la rue toute la nuit. Une infirmière, le lendemain, nous a examinés, prise de sang, tension, il faut retourner, tu n'es pas malade. Puis nous sommes repartis en pantoufles sans local. Place Saint-Gilles, nous avons été refusés dans les églises occupées, nous avons pu loger une fois au casu, puis la nuit suivante, nous n'avions pas d'autre solution, alors nous sommes partis à Avlanches, chez Véronique. Dans les négociations, on nous a parlé de 3 ou 4 appartements pour 4 ou 5 personnes. Nous n'avons toujours rien, ni logement, ni aide matérielle, si ce n'est celle des voisins. Autre attestation d'un témoin. Par la présente, j'atteste avoir entendu les cris de douleur émis par les grévistes de la faim et la soif de Saint-Gilles après 30 jours, lors de l'évacuation forcée en l'absence voulue de témoins, lorsqu'alors ils se donnaient le bras en chaîne pour ne pas être séparés et qu'ils ont alors reçu des coups dans les bras et les jambes. Attestation d'autres sans-papiers. Nous avons été abandonnés dans la rue sans logement et nous avons erré dans la nuit à pieds nus, comme nos chaussures étaient restées dans le local du 21 avenue Paul de Jars. De plus, Abdel est handicapé et marche avec des béquilles. Sa marche à pieds nus était rendue d'autant plus difficile. Autre extrait, toujours d'une lettre de sans-papiers, qui exprime avoir été brutalisé par la police, qui lui a donné des coups de pied derrière la tête et l'a tiré sur le sol, ce qui a occasionné des douleurs persistantes à l'omoplate gauche. Autre attestation de sans-papiers qui écrivent qu'ils ont entendu un policier lui dire « Vous sortez gentiment sans crier, sinon on va utiliser la force. Ici, il n'y a pas de caméra. » Ensuite, nous avons été matraqués. Voilà un certain nombre de témoignages. Il reste à conclure par une lettre qui était envoyée par le vénérable maître et l'orateur de la loge maçonnique Imagine, du Grand Orient de Belgique. Bruxelles, 10 octobre 2006. Madame, Monsieur, vous avez été nombreux à intervenir auprès du bourgmestre de Saint-Gilles pour marquer votre soutien à Monsieur Dufay, arrêté mis au cachot dans la nuit du 3 au 4 mai 2006 alors qu'il apportait son aide morale et matérielle depuis un certain temps déjà aux sans-papiers qui occupaient un rez-de-chaussée au 21 avenue de Jars. Votre intervention auprès du bourgmestre a donné lieu à une lettre type envoyée à chacun d'entre vous comportant un certain nombre d'éléments que M. Dufay considère comme injurieux à son égard et mettant en cause son honorabilité. Amis de longue date de M. Dufay, nous avons consulté attentivement le volumineux dossier mis à notre disposition comportant de nombreux témoignages. Ceci nous amène à constater que M. Dufay a toujours incité les sans-papiers à ne pas poursuivre une grève de la faim ou de la soif, comme l'attestent 3 documents émanant de médecins régulièrement présents sur les lieux. Nous soulignons aussi que dans ces attestations, il est affirmé que M. Dufay s'est toujours abstenu de tout discours excessif, provocateur ou déraisonnable auprès des sans-papiers. Quant aux soins médicaux, il ressort des témoignages émanant des sans-papiers eux-mêmes que M. Dufay a régulièrement conduit certains d'entre eux chez le médecin pour une visite urgente qui leur a acheté des médicaments et qui leur permettait de venir se doucher à son domicile. Les allégations relatives à la présence sur les lieux de cas avérés de tuberculose semblent, elles, aussi sujettes à caution lorsqu'on sait que 3 médecins étaient régulièrement sur place et que les sympathisants des sans-papiers en contact presque permanent avec eux n'ont été soumis à aucun examen médical postérieur à l'évacuation et qu'enfin les sans-papiers n'ont même pas subi d'examen dans les hôpitaux où ils ont abouti, mais qu'ils ont très rapidement été remis dans la rue, nu-pieds, errant dans la nuit, sans plus d'endroit pour se réfugier. Nous n'insisterons pas sur la manière dont l'évacuation des sans-papiers s'est faite, ni sur le prétendu suivi qui leur aurait été accordé par la commune de Saint-Gilles et le centre d'aide sociale.
Une dernière précision à apporter consiste à affirmer que M. Dufay a bel et bien été soutenu moralement et financièrement par des loges appartenant à différentes obédiences maçonniques dont les membres connaissent son engagement humanitaire. Nous espérons que l'exposé que nous avons pu réaliser à l'aide du dossier qui nous fut fourni suffira amplement à rétablir dans son honneur M. Dufay. Deux ans et demi ont passé. Le Parlement n'a toujours pas voté de loi permettant la régularisation des sans-papiers sur la base de critères clairs et permanents. À la télévision, on voit toujours des enfants derrière des barreaux dans les camps de concentration belges. Interminables, les grèves de la faim se multiplient. Des équipes de médecins bénévoles se relayent sans relâche et payent de leur poche les médicaments pour des centaines de sans-papiers à l'article de la mort. En août dernier, une quinzaine de clandestins sont montés sur des grues pour tenter d'alerter, par leurs gestes spectaculaires, l'opinion publique. Des milliers de malheureux Africains s'entassent sur de frêles esquifs et tentent d'accoster les uns aux Canaries, les autres à Lampedusa. Souvent, ils meurent d'inanition en mer avant d'arriver à destination pour rejoindre un monde meilleur, soi-disant civilisé. Demain, suite au réchauffement climatique et à la montée des eaux, des dizaines de millions de réfugiés écologiques migreront d'Afrique sahélienne ou du Bangladesh. Je reviens à mon village. Fin août. Chaussée de Waterloo, près de la porte de Halle. Un homme est assis, à même le sol, sur le trottoir. Un passant téléphone au service d'aide médicale urgente. Une ambulance arrive immédiatement, suivie bientôt par une voiture de la police. Les ambulanciers et les policiers plaisantent en voyant l'homme et ne s'approchent pas de lui. L'homme se met difficilement debout et part sans émouvoir les ambulanciers et les policiers. Je lui demande s'il a besoin de quelque chose. Il me répond qu'il voudrait une cigarette. Il doit avoir la cinquantaine. Il est belge ou français. Ne fumant pas, je lui donne des sous pour qu'il puisse se procurer ce qu'il me demande dans un café. Ses jambes sont difformes et couvertes de cicatrices. C'est alors que je me rends compte qu'il est à moitié nu, sans pantalon ni caleçon. Les passants que je croise sont choqués de l'attitude des policiers et des ambulanciers qui n'ont pas bougé. L'homme continue son chemin de croix. Il dépasse le parvis. Après 10 minutes, la voiture de police remonte la chaussée et se gare. Les policiers sortent un pantalon. L'un d'eux réalise une série de clichés de l'homme. Ils lui font la morale pendant qu'il essaye avec beaucoup de difficulté de remettre son pantalon. Ils disparaissent. Lui reprend sa route, tenant d'une main son pantalon, qui n'a pas de ceinture, et de l'autre le mur des façades. À moi, le mécréant, ne viennent à l'esprit que des images christiques, celles de la montée au Golgotha, marquée par la douzaine de stations. Les services médicaux n'ont pas pris en charge le malheureux. Les policiers ont assuré l'ordre public. Cache-moi ce cul que nous ne saurions voir, et confirmer l'ordre social. Il est 22 heures. Aller au casu, rue du Petit Rempart, à cette heure, serait peine perdue. Je me sens impuissant. L'homme continue de monter vers la barrière,
une tache successivement jaune puis rouge au bout de sa cigarette. Son image m'obsède depuis plus d'une semaine. Dans son état de fragilité extrême, des salauds l'ont peut-être tabassé pour le plaisir. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille, celle de l'enfer du lendemain.